bienvenue dans une nouvelle émission du Corner Club. On est ravis de vous revoir pour la 14e et on va vous présenter une émission un peu spéciale. On a un invité de marque, Fibre Tigre, est avec nous et on va essayer de dresser avec Jimmy le portrait type, la recette magique pour un bon récit de super-héros. Merci beaucoup d'être là. Bonjour. Comment tu vas ? Bon, ça va. Ça va, ok, tranquille. Jimmy, comment tu vas ? Ça va très bien, je suis très content d'être là chez moi pour vous proposer cette émission et surtout avec un invité que j'apprécie énormément. Oui. Donc on est chaud. Est-ce que déjà avant de commencer, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas ? Je suis Fibre Tigre, je suis un ex du jeu vidéo. Et en gros, j'écris des histoires. Ça peut être soit sous forme de consulting, soit pour du narrative design dans le jeu vidéo. Donc le narrative design, ça englobe le scénario, les dialogues, mais aussi la construction d'une histoire. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, il y a des nouveaux médias, par exemple TikTok. C'est très intéressant, comment raconter des histoires sur TikTok. Ou Twitch, par exemple. Ou Twitch, c'est un autre format d'ailleurs très différent et pourtant tout aussi moderne. Et donc je suis également, effectivement, mon métier principal et ma source de revenus principale aujourd'hui, c'est Twitch via des émissions de jeux de rôle, notamment l'émission Game of Roll. Et bonjour et bienvenue dans ce premier épisode de la saison 6 de Game of Roll. Je suis très content de vous retrouver, mes chers spectateurs, et également mon équipe de cœur. De cœur. Bonjour à tous, attendez, j'ai un problème de micro. Bonjour. Les mecs, ils ont dit on va faire un jeu qui s'appelle Cyberpunk. Et tout le monde s'est hypé de ouf en disant mais ça va être incroyable, on va pouvoir faire du roleplay dans la ville, on va pouvoir monter aux immeubles, ça va être ouf. Et en fait, à la fin, tu as juste un jeu. Tu vois. Et du coup, c'est avec toi qu'on a eu l'idée de dresser un peu le scénario type. On connaît, en lisant énormément de comics, qu'il y a des codes à respecter, des archétypes à avoir. Mais on va commencer déjà par le premier gros thème. Par quel genre on va commencer ? Quel est le genre de l'histoire ? Est-ce qu'on va partir un peu sur de la comédie, sur de l'horreur, le fantastique ? Qu'est-ce qui marche et qu'est-ce que vous aimeriez commencer ? Alors, en vrai, avec le temps, le genre super-héros est devenu un genre vraiment un genre, à part entière. On parle de genre de film de super-héros, donc ça veut dire que c'est devenu vraiment quelque chose. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de films de super-héros qui, pour se démarquer, vont aller piocher dans d'autres genres. On a des films de super-héros qui vont aller vers la SF. Je sais pas, par exemple, Gardien de la Galaxie, on voit qu'il y a vraiment une vraie patte SF. Il y en a qui vont aller plus vers le thriller, avec certains films comme certains Batman, etc. Et du coup, moi, je ne saurais pas vraiment dire s'il y a un genre qui serait idéal pour le super-héros, mais de toute évidence, qui dit super-héros dit des scènes d'action et autres. Donc, par défaut, ce serait plutôt le film d'action, en tout cas le genre action. En tout cas, c'est ce qui au cinéma fonctionne. Les premiers films Spider-Man qui ont marché, les premiers Superman, c'est de l'action, un peu d'aventure, mais c'est surtout action, quoi. Voilà. Une histoire qui fonctionne bien, elle fonctionne par rapport à un contexte et un public, et au même, on va dire, une culture. Aujourd'hui, en fait, quand on prend les comics qui sont présentés là et qui sont autour de nous, en fait, ce sont des comics qui sont protégés par des licences très fortes, c'est-à-dire qu'on doit écrire des histoires dans des guidelines. Et le problème, c'est que la licence, elle s'auto-cannibalise. C'est-à-dire que quand, au début, Star Wars s'inspirait de Flash Gordon, aujourd'hui, Star Wars s'inspire de Star Wars. Ils sont en boucle fermée, pour des raisons de protection de licence. Donc, déjà, la première chose que je ferais pour apporter de l'oxygène à cet univers-là, c'est de casser la licence. C'est de dire... Ok, on prend un interdit. Batman n'a jamais tué. Et s'il tuait quelqu'un. Voilà. Et d'ailleurs, la première fois qu'il a tué quelqu'un, c'était le Joker dans celui qui rira le dernier. Je me souviens plus quelle est cette histoire-là. Là. Et ça a été pris comme quelque chose d'extrêmement frappant. Donc effectivement, casser la licence, c'est un aspect principal. Maintenant, il faut voir que le comics, c'est une culture américaine. Et aujourd'hui, ça marche relativement en France, parce qu'en France, on a assimilé les codes américains. C'est-à-dire que pour nous, par exemple, se venger, avoir une culture de vigilante, c'est-à-dire faire justice soi-même, par exemple, c'est quelque chose qu'on a accepté, mais un peu avec de la force, parce que c'est pas vraiment français en fait de faire ça. Il y a le comte de Monte Cristo qui se venge, mais en vrai on n'a pas développé malheureusement une culture de super-héros pérenne. On avait des super-héros, le Nyctalope qui était au 19e siècle, mais bon, il y a eu des accidents de parcours, on va dire, et aujourd'hui on subit un petit peu cette culture américaine. L'idée effectivement, ce serait de se poser, alors de se dire déjà pour quel marché. Moi, c'est ce que je fais dans le jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on se dit, par exemple, aujourd'hui dans le jeu vidéo, le premier marché, c'est les Chinois. On se dit qu'il faut faire quelque chose qui marche en Chine. Alors, la Chine, c'est plutôt, on évite les interdits. Effectivement, le deuxième marché, c'est l'Amérique.
mais il y a des marchés très forts, par exemple la Russie. Il y a des marchés, pas l'Inde, la Turquie, par exemple, c'est un marché très fort qui est en train de se développer. Aujourd'hui, l'Inde, par exemple, ils sont 1,2 milliard. C'est un marché qui ne se développe pas. Et vraiment, le jour où on arrive à percer en Inde, fortune est faite. Mais on n'arrive pas à comprendre les codes. Et aujourd'hui, il n'y a pas d'histoire qui perce en Inde. Pour le cinéma ou le super-héros particulièrement, ou le cinéma globalement, en fait, pour toutes les histoires. C'est-à-dire que pour leur apporter la culture, quoi. Un Français qui écrit une histoire qui se vend en Inde. J'aimerais bien rencontrer cette personne, quoi. Voilà. Ça n'existe pas aujourd'hui. Donc, par contre, un Français qui écrit une histoire qui se vend en Chine, il y en a beaucoup. Aujourd'hui, la Chine, je crois qu'elle achète l'équivalent de 26 000 propriétés intellectuelles françaises par an qui sont converties. Je crois que c'est peut-être 2600, mais en gros, il y a un 2 et un 6. Voilà. Et donc, peut-être 26. Hein. Ouais, voilà. Et donc, effectivement, et alors pour donner je suis désolé, c'est très long, mais vous pourrez couper au montage. Mais en gros, on s'est posé la question un jour de comment raconter, j'étais à Quentin Vigeot avec qui je vais sortir un jeu vidéo bientôt, comment raconter une histoire par exemple de robots géants, de mechas. Les mechas, c'est des robots géants qu'il y a dans la culture japonaise manga, désolé. Et comment raconter une histoire de robots géants qui serait française. On s'est posé et on s'est dit, mais pourquoi il y a des robots géants au Japon ? Et en fait, en regardant l'histoire du Japon, le Japon c'était un pays qui était technologiquement un petit peu en retard. Quand l'Amérique avec des cuirassés et bombarde la côte au temps du commandant Perry, puis après ils se prennent 2 bombes atomiques. Et en fait, c'est un pays qui s'est dit, moi je vais m'envelopper de technologie et je vais devenir surpuissant, je vais même devenir quasiment un ange, puisque parfois les Gundam ils ont des ailes, tout ça. Et donc on a dit, à la base de la développement de ce super-héros, qui est le mecha, il y a un traumatisme historique fort. De la même façon qu'aux États-Unis, en fait, il y a eu un drame aux États-Unis qui est que c'était le pays de la liberté. Au temps du Far West, on construisait sa maison et on faisait sa loi. Et tout d'un coup, l'État il est arrivé, il a pris des impôts, il a dit non, la loi c'est ça, les shérifs. Et en fait, Trump versus Biden, c'était finalement la liberté absolue qui était complètement con contre une sorte de socialisme à l'européenne, c'est-à-dire non, la liberté n'est pas absolue. Et dans les livres de super-héros américains, il y a ça, c'est-à-dire il y a cette idée, et notamment dans Batman, qui est un personnage complètement schizophrénique, c'est-à-dire qu'il dit je ne tue pas, mais tout le reste il peut transformer un gars en légume, tu vois. Et c'est-à-dire, et j'ai le droit de le faire en tant que Batman parce que d'une part je suis riche, donc je le peux, et parce qu'en plus j'ai décidé que c'était le bien. Oui, c'est auto-proclamé le roi de Gotham. C'est pas la justice. Et d'ailleurs, on pourrait enfin casser Batman en disant mais Batman, en fait, tu es fou. Tu te déguises en chauve-souris, tu tapes sur des gars. Mais non. Voilà. Mais bon, bref, en tout cas, voilà. Là n'est pas le sujet. Et pour finir et conclure, voilà, on s'est posé la question de ce serait quoi une histoire qui irait puiser dans les traumatismes récents français. Traumatismes récents français qui sont tellement gros dont on ne parle pas, c'est la collaboration. C'est-à-dire, tous les Français vendaient des Juifs, mais personne ne veut dire que c'était le cas. Et éventuellement, la guerre d'Algérie. Et effectivement, si je devais imaginer un super-héros qui étende sa puissance sur la France, et ça, c'est surtout c'est qui est le mensonge, qui est le traître. Je peux lire dans les pensées, je peux décerner le mensonge. Et je travaillerais plutôt sur des histoires comme ça, qui permettraient de rétablir la justice par rapport à une élite corrompue, par exemple. Et c'est d'ailleurs ce qu'on voit dans les constructions des fantasmes fictionnels que sont, par exemple, les conspirationnistes. Les conspirationnistes disent tous pourris, ils ont des clans, tout ça. Ils créent leur propre histoire de super-héros, mais c'est basé sur des Donc finalement, tu prends pas un genre, tu déconstruis un genre en te posant plusieurs questions à propos de ça. Tu as identifié sur quoi tu allais travailler, tu peux dire je vais faire de la comédie, tu vois. Et en fait, par exemple, la comédie, ce qui est bien, c'est que l'humour, c'est très difficile à faire parce que en fait, vous vous levez le matin, vous êtes triste, c'est difficile de faire de l'humour, et si vous êtes joyeux, c'est quand même dur. Tandis que si vous voulez faire quelque chose de triste, il suffit d'être triste, et si vous êtes joyeux, vous pouvez écrire des trucs tristes. Donc l'humour, c'est toujours difficile, et ça marche mieux. C'est-à-dire que l'humour, ça marche bien. Le problème de l'humour, c'est que c'est souvent culturellement localisé. C'est-à-dire si vous faites une blague française, ça va pas forcément faire rire les étrangers. C'est ça. Et voilà. Et donc aujourd'hui, les licences, par exemple, une licence Marvel ou Batman, vous dira surtout ne faites pas d'humour. C'est clivant. Voilà. Qui sait, la blague que vous avez fait aujourd'hui, demain, elle sera interdite. Donc, c'est un domaine dangereux, mais si vous êtes indé et que vous voulez créer votre histoire, la comédie, c'est un boulevard. Puisqu'il y a tellement peu de choses drôles en ce moment, c'est là où vous pouvez faire de l'argent. Voilà. Et du coup, nous, on se disait que la seconde étape serait peut-être de penser à l'univers, dans quel lieu on se trouve, si c'est un monde imaginaire, si c'est sur la Terre ou une planète créée. Est-ce que du coup c'est la bonne deuxième étape ? Alors moi je trouve ça intéressant. Toujours, Gotham, Gothic America. Alors je me trompe ou dire Gotham c'est Chicago et Metropolis c'est New York, c'est l'inverse ou pas ? En fait c'est compliqué parce que c'est des villes qui
prennent plusieurs parce que Gotham, il y a aussi un peu New York en vrai. Il y a aussi effectivement vieille ville industrielle. Donc il y a aussi un peu de Détroit finalement dans New York. Il y a ces choses-là. Et Metropolis, c'est censé être la ville de demain. Tu sais, donc c'est un peu la ville qui va être fer de lance de l'innovation, de la technologie. D'ailleurs, c'est marrant parce que c'est la nouvelle phrase de Superman. En plus, oui, un meilleur lendemain. Non, pas la ville de demain, mais un meilleur lendemain. Un meilleur lendemain. Bah, c'est bien. Par exemple, tu vois, ce slogan, il a l'air innocent, mais en fait, il est très malin. On sort d'une pandémie, on peut plus voyager. C'est une promesse qui est intéressante. En fait, le plus drôle, c'est qu'il vient remplacer l'ancienne devise de Superman qui était The American Way. Oui. Donc ils ont remplacé un truc qui était très patriote, limite extrême droite. On prend tout le monde avec nous par les meilleurs lendemains. Il y a une lucidité sur le fait que le marché américain, maintenant, il est déjà conquis, donc il faut aller ailleurs. Et effectivement... Bref, tout ça pour te dire que Gotham, ce qui est intéressant avec Gotham, c'est que c'est une ville qui a l'air classe, qui a l'air tu vois, sombre, avec des tourments, voilà, c'est ruelle, mais ça reste, en fait, on va dire, c'est un petit truc par rapport à une ville comme Paris. Où Paris, t'as eu la Saint-Barthélemy. Paris, littéralement, à un moment, les mecs ont pété les plombs, ils ont tapé dans les portes, ils ont massacré les gens à coups de hache. Et c'était Paris, tu vois. Paris, il y a des litres de sang sous Paris. Et d'ailleurs, Paris, en fait, c'est une ville, littéralement, sous la ville, il y a des catacombes. Voilà. Donc, en fait, il y a des tas de villes. Pour moi, une ville gothique très intéressante où j'aimerais voir un super-héros puissant. Paris, ce serait bien. Mais effectivement, aujourd'hui, on voit Paris avec le cliché américain de c'est Disneyland, c'est la ville de la Tour Eiffel et Amélie Poulain. Voilà. Mais il faut. En fait, là. Batman, quand j'étais petit, c'était ce type en violet et quand il tapait, ça faisait bam, tu vois, de la série télé. Et tout d'un coup, il y a eu ce Tim Burton qui est arrivé. Alors, c'est basé sur ce BD, cette revisitation très gothique, dont je n'ai pas le nom parce que je n'ai aucune notion. Mais tu vas me dire, c'est... Alors, il s'est basé sur une BD en particulier? Non, mais sur la revisitation très gothique et dark de Batman, la première. Je crois que je pourrais pas te dire exactement quelle BD. Bon, mais en tout cas, il a opéré un virage si dans vous cette le savez, BD. dites-le nous dans les commentaires. Et du coup, Burton, lui, ça a matché avec son univers. Et tout d'un coup, même, il a créé une Gotham avec une architecture néofasciste. Et il a dit, ce personnage ridicule, violet, très coloré, qui était limite dans de la BD absurde, est devenu quelque chose de gothique, de froid, de terrifiant même, avec un personnage qui faisait aussi peur que finalement les méchants. Et aujourd'hui, on n'a pas eu de direction artistique pertinente en France qui s'est dit, tiens, je vais prendre Fantomette, je vais prendre n'importe quel super-héros français et je vais le rendre dark comme ça. Alors il y a eu des trucs un petit peu rock'n'roll, le Pacte des loups, tout ça, mais on prend le Pacte des loups, tu vois, l'intention est bonne. Le mythe de la bête du Gévaudan. Oui, tu te bases sur des vrais trucs de la mythologie française. Voilà, c'est ça. Socle, on va le rendre un peu gothique et en plus on va rajouter, il nous manque limite un Mylène Farmer et un peu plus de dark et un peu plus de travail, on va dire, sur le rythme. Mais on avait quelque chose de très intéressant. Mais voilà, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que quand il y a eu le décollage des séries télé américaines en France, quand TF1 s'est mis à programmer genre 3-4 épisodes de CSI Las Vegas, il y a eu une masterclass des scénaristes de Les Experts Las Vegas qui est venu en France. Et ils ont dit, mais nous, en fait, quand on écrit nos scénarios, on s'inspire des mythes grecs, c'est-à-dire on s'inspire de l'Europe. Et vous n'allez pas copier, ne copiez pas sur nous, copiez sur ce qui est déjà chez vous. Et c'est quelque chose qu'on ne fait pas déjà parce qu'il y a un problème effectivement dans les directions des audiovisuels, il y a un problème de prise de risque, de culture du risque et de compétences en fait. Et donc ça ne se fait pas encore, mais si effectivement vous regardez Comics Corner, que vous êtes un créatif de l'audiovisuel, il y a des gens qui nous filment d'ailleurs, qui sont là, et que vous êtes sensible à une véritable direction artistique, il y a un projet extrêmement sérieux à faire et vous pouvez être la personne, le Tim Burton, qui va créer quelque chose de français, de cool et qui va s'entendre à travers le monde. Comme l'ont fait finalement à un moment les Daft Punk. Mais les Daft Punk, là où ils étaient bons, c'est qu'ils étaient dans leur garage, ils avaient des comptes à rendre à personne. Quand on doit faire un film, malheureusement, on doit rendre des comptes à des gens. C'est qu'il y a des gens qui mettent de l'argent derrière. Mais le fait est que quand on s'autorise une pensée libre et qu'on s'inspire de ce qu'il y a autour de nous, en général, on fait des choses très bien. T'es plutôt d'accord, toi, sur le lieu ? Ouais, carrément. En fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on voit que les univers fictionnels qui fonctionnent, c'est juste à chaque fois des puzzles de trucs qui existent déjà et qui sont déjà sous notre nez depuis le début. Quand on voit effectivement, c'est un très bon exemple. Gotham City, c'en est un bon cas. Le comics Jupiter's Legacy, donc par Mark Millar, qui est aussi qui est dans une version c'est la Terre, mais c'est un peu bizarre parce que les super-héros
super-héros sont apparus pendant la Seconde Guerre mondiale et du coup ont remporté la guerre, etc. Donc ça a proposé une sorte d'utopie un peu étrange. Mais on voit que c'est des utopies qu'on a déjà vues 10 fois déjà dans des campagnes de propagande pendant la guerre. C'est-à-dire, c'était déjà des versions du monde qu'on nous vendait à l'époque. Et c'est sûr que Mark Millar, il s'est juste retapé plein d'affiches de propagande qu'il a trouvées dans des livres d'histoire. Et il s'est dit, bon, bah ok, bah, mon super-héros, quand il pose, il est comme ça de profil, il regarde dans le lointain pour un meilleur lendemain. Et voilà, et en fait, c'est vrai que tout est là. Et ça ne veut pas dire que faire des univers de super-héros qui se passent dans vraiment dans notre monde, la vérité véritable, ça ne marche pas. Parce que, par exemple, Spider-Man, c'est vraiment c'est New York, c'est Manhattan, c'est le petit gars qui vient du Queens. Ça fonctionne aussi. Et ça permet au public de s'identifier. Il y a aussi un aspect très marketing là-dedans. C'est pour que le jeune qui a le même âge ou le personnage qui a le même âge s'identifie au perso. Ah, je pourrais être dans le même quartier que lui. Et donc, ça fonctionne aussi. Oui, c'est l'araignée du quartier. Exactement. Mais voilà, dès qu'on arrive à décaler dans un univers de fiction, faut pas penser qu'il faut absolument que l'univers de fiction sorte de nulle part. De toute façon, on est toujours inspiré, qu'on le veuille ou non, on a de l'inspiration même passive de ce qui existe déjà. Donc oui, évidemment que oui, parce qu'on a peut-être l'impression aujourd'hui avec le multiverse qu'il faut absolument créer une galaxie lointaine, très différente, avec des noms exotiques, alors que finalement on peut puiser sur ce qu'on a. Tu parlais de super-héros, on peut peut-être se concentrer là sur le personnage principal, le ou la. Comment on crée un bon héros, ou super-héros d'ailleurs, parce que c'est il y a peut-être une nuance. En fait, je l'ai dit en préambule, c'est-à-dire qu'il faut construire autour d'une idée forte qui a un traumatisme historique. C'est-à-dire que par exemple, les X-Men, on pourrait dire c'est des gars qui ont des super pouvoirs, comme Hercule était super fort dans la mythologie grecque. Et en fait, non. En fait, c'est à la fois on a posé des bombes nucléaires qui ont explosé dans le monde. On savait qu'elles allaient engendrer des mutations. D'ailleurs, il y a eu une grosse vague de science-fiction sur les mutants, les Slans, tout ça. Et effectivement, on s'est dit, en fait, les Américains, ils étaient à la fois dans la peur de la mutation de l'arme nucléaire et à la fois, ils vivaient des troubles raciaux forts dans lesquels les Noirs étaient opprimés par les Blancs. Et d'ailleurs, ça n'a pas trop changé. Et en fait, ces deux idées sont catapultées. Et si on faisait des gens qui sont des mutants et qui sont justement exclus parce qu'ils sont des mutants. Et là, on a créé X-Men. En fait, tu vois, tu étudies l'histoire du contexte et ça vient naturellement. Aujourd'hui, si on devait créer aujourd'hui quelque chose, qu'est-ce qu'on a et en France en particulier, on a beaucoup de gens une radicalisation de l'extrême droite parce qu'il y a une perte d'identité. Et effectivement, par exemple, un personnage comme dans The Boys qui est un faux Captain America, mais qui est en fait un psychopathe, aujourd'hui, typiquement, c'est le héros dont la France a besoin parce que qui pourrait incarner la France des présidentielles, parce qu'à la fois c'est une sorte de le super héros français qui va redonner son identité à la France, mais en fait c'est pas le truc qui va résoudre le problème, c'est parce que c'est une idée de fou et c'est pas l'idée qui va résoudre le problème réel qui est la surpopulation en prison, le niveau de vie qui est extrêmement bas, la perte des libertés individuelles mais aujourd'hui on est en train d'essayer d'ailleurs de recréer ça avec des personnes qui sont mises en avant et voilà, donc je dirais, si toutefois vous écoutez ce podcast dans 10 ans, regardez les problèmes qui sont autour de vous et en fait, naturellement, autour de vous vont émerger des systèmes et des idées de super-héros. Voilà. On a la même chose avec le personnage, on en avait déjà parlé dans cette émission, le personnage du Punisher, voilà, vétéran de la guerre qui souffre de violents syndromes post-traumatiques, un petit peu à la Rambo, quoi, et qui a sa famille massacrée dans une guerre de gang alors qu'il était juste là en train de prendre un pique-nique et qui du coup se lance dans cette guerre, dans cette croisade de vigilante. C'est exactement ça, quoi. C'était pareil, il fallait un héros à cette époque-là pour parler du traumatisme du Vietnam. Et voilà, on pourrait imaginer que si demain, malheureusement, il y avait une autre guerre qui provoquait un grave traumatisme pour les troupes françaises, par exemple, on pourrait imaginer un héros vétéran de la guerre, d'une guerre française, je sais pas, au Mali ou n'importe où, qui défendrait la veuve et l'orphelin en France, ou pourquoi pas dans les anciennes colonies françaises ou quoi. Ça fonctionnerait tout à fait, effectivement. Ouais. Par contre, le vilain, lui, se crée par rapport au héros. Parce qu'il y a cette relation un peu de némésis. Du coup, tu pourras nous dire ce que tu en penses. Mais effectivement, moi, j'ai toujours l'impression... En fait, il y a un truc que j'ai toujours entendu. Donc, tu pourras me dire si c'est quelque chose que tu valides ou du moins que toi aussi, tu comprends. C'est que j'ai souvent entendu que le méchant n'existe que pour obtenir ce que le gentil a. Et que en gros sa seule quête en vrai, aux finalités, même si c'est conquérir le monde ou quoi, en vrai sa finalité c'est avoir ce que le héros possède. Alors je sais que il y a des contre-exemples et voilà, mais globalement effectivement s'il n'y a pas un gentil, le méchant apparaîtra pas. On cite souvent cet exemple là, que le Joker n'existerait pas si Batman n'avait pas un jour dit je vais mettre un costume et je vais aller dans la rue.
D'ailleurs, petite référence manga, pour ceux qui ont... Je pense que vous avez tous vu Dragon Ball, Sangoku, quand il ne veut pas se faire ressusciter, il le dit, c'est si je reviens sur Terre, il y aura d'autres méchants qui vont venir. Donc je préfère laissez-moi mort, comme ça la Terre sera en paix. Donc c'est vrai que je pense que le méchant n'apparaîtra que s'il y a le gentil. Et il y a peut-être aussi ce côté de... un bon méchant doit vouloir quelque chose que le gentil a. Si c'est une vie de famille, peut-être il va avoir une famille, ce genre de choses. Voilà. En fait, historiquement, il n'y a pas de méchant. C'est-à-dire que... Et en fait, dans la vie réelle, il n'y a pas de méchant. Il y a des mondes de nuances. C'est-à-dire les personnes les plus... Stephen King disait, le vrai méchant, c'est un méchant que vous écrivez. Et en fait, ce type-là, il a son projet de torturer des gens, par exemple, mais il va quand même aider cette grand-mère à traverser la rue parce qu'il pense qu'il est un good guy au fond de lui. Et c'est ça, le Joker est vraiment à part. On va dire, c'est plutôt une incarnation du chaos quand Batman se veut une incarnation de l'ordre. Mais cet exemple mis à part, effectivement, le problème, c'est que les super-héros, ça nous vient de l'Amérique. Et l'Amérique est basée sur la dualité, le bien contre le mal, l'enfer contre le paradis. Même l'enfer, c'est une construction biblique, c'est-à-dire c'est une construction de l'Église, c'est-à-dire que ça n'existe même pas c'est même mentionné dans la Bible, tu vois. Donc c'est vraiment une série de mythologies personnelles qui se sont créées. Et effectivement, c'est beaucoup plus simple de vendre des armes, par exemple, qui peuvent tuer des gens, en disant mais de toute façon, j'ai besoin d'acheter des armes parce qu'il y a peut-être des méchants dans la rue. Et il y a toute une solidarité sociale qui se fait par l'existence du méchant potentiel. Et le méchant potentiel aussi permet d'unifier en fait une nation derrière la présence de méchants. Mais dans les faits, non, les gens, tout comme les méchants de Stephen King, sont en général nuancés. Et ils sont persuadés d'être les gentils et que vous êtes le méchant. Et j'aimerais, en tout cas si on devait avoir une narration européenne moderne, je pense qu'on irait plutôt vers ça. Et pas... Dans les années 80, il y a eu ces films avec Chuck Norris où vraiment les méchants c'était des terroristes qui voulaient tuer par haine. Et qu'il n'y avait pas de nuance. Voilà. Dans les années 90, il y a une vague de serial killers et on expliquait par la psychiatrie que le serial killer, ok, je vais tuer, mais parce que je suis fou. Et aujourd'hui, qu'on commence à dire arrêtez de tout psychiatriser, on dit ok, j'ai envie de tuer, mais voilà, ça s'est passé, comment on peut faire. Et je pense que tout doucement, on s'achemine vers ce qu'il y avait finalement au début quand il y avait le panthéon des dieux et que Poséidon se chamaillait avec Hadès, finalement des gens qui sont très puissants et qui se chamaillent ou qui s'affrontent sur des idéologies différentes, mais il n'y a pas forcément de méchants ou de gentils. Je pense que c'est le futur probable de la narration des super-héros. Voilà. Ok. Et du coup, dans tout ça, où on place les personnages secondaires, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a quand même une place importante. On cite beaucoup Batman avec la Bat Family. Je pense, si on parle de séries, Doctor Who, les compagnons qui ont quand même prennent place à côté du héros principal. Dans ce scénario-là, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Après, un personnage secondaire, il est là... tous les personnages doivent incarner des idées fortes, mais le personnage secondaire, il permet aussi de révéler des aspects du héros qui ne se seraient pas révélés naturellement. Par exemple, Batman, c'est quelqu'un de solitaire et on lui a donné un sidekick et tout d'un coup, il est devenu une figure paternelle, un mentor, ou quelqu'un qui va peut-être trahir, ou qui peut être aussi... non pas ce mec qui bat à mort des méchants, mais qui peut être protecteur d'une personne. C'est au cas par cas. Après, le problème, c'est que dans ces licences Marvel, DC, super riches, super protégées par des armées d'avocats, rien ne se fait par hasard, et quand ils designent un personnage secondaire, c'est pour le vendre, voilà. Et avec un projet long terme, mais aussi avec un agenda parfois... c'est très cynique, c'est-à-dire que quand on fait des projets, on va dire il n'y a pas de noirs autour de ta table, il faut que tu mettes des noirs, tu vois, parce que la diversité c'est important, alors qu'en vrai l'idée c'est faut mettre des noirs parce qu'il faut que les spectateurs se projettent dedans, parce que la diversité apporte vraiment quelque chose de nouveau et non pas pour répondre à des agendas. Cela dit, on peut avoir des mauvaises intentions et faire des bonnes choses, mais on ne sous-estime jamais le cynisme des grandes marques qui ont toujours des agendas. Et c'est pour ça d'ailleurs que je vous invite à vous tourner vers la production indépendante. Quand ils font des bêtises, c'est parce qu'ils sont bêtes, mais au moins ils sont très enthousiastes. Ils ont de la chance. On aura peut-être des choses intéressantes, quoi, voilà. Ouais. Un truc qu'on peut noter, je suis entièrement d'accord avec tout ce qui a été dit, c'est que les personnages secondaires, quand ils sont bien faits, ils prennent le pas sur les personnages principaux. Souvent, c'est eux qui sont
dans la lumière, c'est ceux qu'on va retenir. On a plein d'exemples comme ça, mais voilà, typiquement, je sais pas, Alfred de Batman, parfois on dit cette histoire a été pas terrible, mais Alfred dans l'histoire, qu'est-ce qu'elle était bien, quoi, qu'est-ce qu'il était bien. Et on a ça pas que dans les super-héros, c'est-à-dire que combien de mèmes tournés après les films de Seigneur des Anneaux, où on disait en fait non, le héros c'est Sam Gamgee, quoi. C'est lui le héros, c'est pas Frodon, etc. Et on a ça dans toutes les super productions où il y a des personnages secondaires qui sont des personnages soit très fun, soit qui vont être soit le sidekick rigolo, soit qui va être le personnage qui va donner le petit coup de pouce pour que le héros se dépasse. On a ça aussi beaucoup dans les mangas aussi. Donc des bons personnages secondaires, c'est des personnages qui arrivent à amener le héros vers son objectif, sinon ils ne servent à rien. Mais je pense qu'un bon personnage secondaire, il sait remettre la lumière sur le héros quand il sait se retirer au bon moment pour laisser la place, parce que sinon il faut que ça reste le héros c'est ça. Il y a une sorte de hiérarchie entre sinon guillemets après, on se retrouve avec Star Wars qui fait un film sur Han Solo et voilà. Parle pas de choses. Voilà. Donc non, il faut c'est ça. Ok. Du coup là on a le genre, on a le lieu, on a les héros, le personnage. Du coup quel enjeu ils peuvent atteindre tous ensemble? Qu'est-ce qui est du coup le plus important dans la narration? Est-ce que c'est quelque chose d'épique ou est-ce que ça va être un petit but? Parce que typiquement Batman c'est juste une quête un peu entre guillemets personnelle parce que ses parents sont morts, et on va avoir d'autres héros où ça va être sauver le monde. Ce qui est bien, en tout cas au moins dans les comics, c'est que l'enjeu n'a pas forcément systématiquement besoin d'être la fin du monde ou la fin du monde tel qu'on le connaît. Ça peut être vraiment à l'échelle vraiment très personnel, comme tu dis. Ça peut être une simple quête de vengeance d'un personnage. Ça peut être Batman qui a une quête sans fin finalement parce qu'il veut faire régner l'ordre, mais le monde tend naturellement vers le chaos, encore plus dans une ville qui a été designée pour ça. Oui. Donc sa quête vraiment, lui de temps en temps on l'appelle parce qu'il y a une invasion extraterrestre, mais sinon le quotidien de Batman c'est les dealers dans la rue, et voilà, une quête sans fin finalement. Donc il n'y a pas besoin que la quête soit forcément épique pour que le récit soit prenant. De même pour Wonder Woman, j'y pense, qui a une quête un peu... Bien sûr. Et là par exemple, il y a bientôt une série sur Disney qui va sortir sur Hawkeye, qui est inspirée d'un excellent comics que je vous recommande, donc par Matt Fraction et David Aja, qui raconte tout simplement Hawkeye dans le civil. Donc il n'est pas appelé chez les Avengers, il est dans le civil. Il vit dans un immeuble un peu taudis, quoi. Et il va juste essayer de défendre son immeuble contre des gars qui veulent racheter l'immeuble pour le raser. Ah oui, donc l'enjeu là, c'est juste le périmètre de l'immeuble. Et c'est que ça. Et du coup, quand on se rend compte que les gars, c'est des mafieux, ils ont des flingues et tout, et qu'on lui dit appelle les Avengers, il fait non. Non, les Avengers, c'est quand c'est vraiment un gros truc. Là, c'est serious business, mais à mon échelle. Et je vais gérer ça à ma façon. Alors, il n'appelle pas les flics parce que sinon, il n'y aurait plus d'histoire. Mais au final, il n'y a pas besoin que ce soit plus que ça. Et cette histoire est vraiment incroyable parce qu'il sauve son petit monde, finalement. Mais ouais, c'est à l'échelle d'un immeuble. Et donc, et finalement, s'il n'avait pas un costume violet et qu'il ne tirait pas des flèches, ça pourrait être simplement un film, genre un drame social de un gars qui va empêcher le rachat de son immeuble par une grosse entreprise, quoi. Ouais. C'est le pitch de Miracle sur la 48e avenue de Steven Spielberg, et aussi dans un roman de Stephen King qui s'appelle Chantier, en gros. Mais les puristes de Stephen King vont dire pas du tout, mais en gros c'est un peu ça. Voilà. En fait, on en a parlé tout à l'heure. C'est une idée que tu as soutenue et que je trouve intéressante, c'est que en fait la quête existe parce qu'il y a le super-héros et aussi parce qu'il y a son antagoniste. Et paradoxalement, le monde n'a pas à être sauvé s'il n'y a plus de super-héros. C'est ça le truc, c'est que le monde va être sauvé s'il y a des super-héros et vice-versa. Et donc, effectivement, mais ça, c'est des choses qui ont été traitées par des références comics que je n'ai plus, où Batman part à la retraite, littéralement, avec cette idée de je ne pars pas à la retraite parce que je suis vieux, mais je me retire, un peu comme Sangoku aussi, je me retire parce qu'à partir du moment où je ne suis plus là, et c'est d'ailleurs quelque chose que pourrait faire Deadpool, à partir du moment où il n'y a plus de héros, eh bien, il n'y a plus d'enjeu. Et donc, du coup, le monde est sauvé. Et c'est, quand vous regardez, finalement, l'histoire du plus grand des super-héros qui est Dieu. C'est-à-dire qu'à un moment, Dieu, il a envoyé son fils, ça n'a pas très bien marché, et il s'est retiré des affaires. Il ne nous parle plus, et il nous a dit maintenant je vous fais confiance, débrouillez-vous. Et voilà, il n'y a plus de personnes transformées en statue de sel ou de déluge, donc finalement on s'en sort plutôt bien. Et voilà, si on prend la Bible comme un roman de super-héros, voilà. Tu vas te faire des amis. D'ailleurs, c'est drôle que tu as cité l'exemple de Deadpool, c'est qu'il y a une BD que je pense que la plupart de vous connaissent, qui avait très bien marché, qui s'appelait Deadpool Massacre Marvel, où le principe c'était que Deadpool, dans un énième accès de folie, se rend compte non seulement qu'il est un personnage de comics, mais qu'il est en fait manipulé comme tous les autres personnages par
par les scénaristes. Et du coup, il se lance dans une quête de pacification du monde en éliminant tous les super-héros. C'est exactement ça. Et en fait, il commence par vraiment tuer tout le monde. Il va avoir Spider-Man, les Avengers, etc. Et quand il se rend compte qu'en fait, les scénaristes peuvent tout simplement dire que le personnage n'était pas mort, twist incroyable, il s'était cloné par avance, etc. Et ben en fait, il brise le 4e mur et il va aller buter les scénaristes. Ok, intéressant. Donc peut-être que l'étape ultime, c'est ça. Sachant que, bon, je pousse un peu la BD parce qu'elle est vraiment cool. Dans le tome 2 qui s'appelle Deadpool Massacre les classiques, il va jusqu'à aller tuer les personnages historiques qui servent d'inspiration pour les super-héros. Du style, il va aller chez Dumas buter les 4 mousquetaires, les 3 mousquetaires, pour tuer le concept d'équipe de héros. Ok. Ou aller tuer la créature de Frankenstein pour tuer toutes les variantes qu'il y a dans les comics, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ce côté-là effectivement, à partir du moment où il n'y a plus l'héros, l'enjeu peut disparaître. Et c'est intéressant de se rendre compte que l'enjeu dépend directement du héros et inversement, quoi. C'est vrai que sans l'un, il n'y a pas l'autre. Et c'est vrai que ça crée une sorte d'équilibre instable qui fonctionne bien, quoi. Du coup, on va déjà arriver à la fin. Ah là, terrible. À la fin de cette narration parfaite, comme on a voulu faire. Qu'est-ce que du coup est une bonne fin ? Qu'est-ce qu'on attend en tant que lecteur d'une fin ? Parce que finalement, ce qu'on dit là, c'est qu'une histoire n'est pas censée se finir parce que le héros, il ne meurt pas, il ne vieillit pas. Enfin, dans le cas idéal, est-ce que du coup, on doit finir avec à chaque fois un cliffhanger ou est-ce qu'une fin nette, ça peut être aussi positif ? Alors moi, quand on a préparé cette émission, c'était la question sur laquelle j'avais le moins de réponses préparées. En tout cas sur laquelle j'avais le moins d'idées, et du coup là, la personne qui va parler, c'est pas moi en tant que lecteur de comics et vendeur de comics, ça va être le Jimmy qui fait du théâtre je prête beaucoup d'attention au scénario quand on construit des scènes et des histoires, et il y a un truc auquel je suis très attaché, donc j'espère que tu me rejoindras dessus parce que sinon ça voudrait dire que tous mes principes volent en éclats. Mais tout est possible en fait. C'est que pour moi une bonne fin, c'est une histoire qui boucle toutes ces mini-histoires à l'intérieur de son histoire principale. C'est-à-dire que tout est achevé. On peut laisser des choses ouvertes à l'imaginaire du public. Donc voilà, est-ce que ce personnage qui disparaît dans le lointain est mort ou pas ? Vous n'êtes pas obligé de répondre à ces questions-là. Bah voilà, c'est comme, je sais pas pourquoi cet exemple est venu, mais dans Point Break, est-ce que Buddy est vraiment mort dans la vague géante qui l'emporte à la fin ou pas ? C'est des rêves de vieux. Hein. Ouais, non, voilà, c'est des rêves. Voilà. J'ai pas la rêve. T'inquiète. Je suis désolée. C'est avec Keanu Reeves. C'est grave. C'est avec Keanu Reeves, tout le monde aime Keanu Reeves. Okay. Oui, c'est vrai. Mais voilà, c'est ce genre de choses. Est-ce que Harrison Ford est un répliquant dans Blade Runner, tu vois, c'est ce genre de truc. On n'a pas forcément besoin de répondre à ça. Par contre, que toutes les mini-quêtes qui ont été posées soient bouclées à la fin. Et à ce moment-là, moi, j'estime qu'on a une fin qui n'est pas forcément exceptionnelle, mais qui est au moins satisfaisante. Et c'est tellement dur de faire une fin à une histoire que si au minimum la fin est satisfaisante, j'estime que le job est fait. Elle n'a pas besoin, ok. Alors, plusieurs choses. Déjà, quand on travaille en licence, la licence, en fait, en gros, moi, mon patron, il va me dire... donc on a designé un personnage qui s'appelle Hulk, je sais pas comment vous dites, et il coûte cher, donc s'il te plaît le tue pas. Voilà. Et s'il te plaît, il nous a coûté machin en concept art, il faut qu'on fasse 10 volumes, tu vois, donc bon, alors du coup on a tendance à faire des fins qui sont pas fermées. Moi quand je parle à des gens qui veulent faire ce métier là, je leur dis souvent c'est très important de commencer par la fin, c'est-à-dire vous avez une bonne fin qui boucle tout, vous descendez. Après maintenant c'est-à-dire qu'il faut commencer avec une fin, tu peux pas être comme les gens qui ont écrit Lost par exemple ou X-Files. Et il y a aussi des références de vieux X-Files. Ouais, X-Files, mais X-Files par exemple c'est vraiment sans fin parce que je pense que les gens n'ont pas réellement de fin dans leur tête. Et ça c'est un vrai problème, si c'est un problème. Mais ce qui est bien, en fait, c'est un peu naviguer sur un océan sans avoir le cap. Et c'est beau. La fin, tout est possible en fin. Je voudrais mettre l'accent sur 2 fins. Donc il y a une fin que j'aime beaucoup, qui a un genre qui n'existe plus aujourd'hui parce qu'il n'est pas très bankable, sauf peut-être dans le film Titanic, qui est la tragédie. La tragédie, en fait, c'est un récit dans lequel vous avez la fin à la première image. C'est-à-dire que vous voyez le héros qui meurt, et il va vraiment mourir, contrairement à Batman 3 de Nolan, là, où il meurt et en fait, il meurt pas. Mais bon, spoiler. Et en fait, en gros, voilà, imaginons, on voit, première image, Batman meurt, et vraiment... Le DC s'engage à ce que Batman meure vraiment et on va vous dire comment ça s'est passé. Et là, effectivement, tu sais comment ça se passe, mais tu vas regarder l'histoire et ça va être passionnant. Et ça va être super. Parce que tu veux savoir... Voilà, le problème, c'est que en utilisant ça, on a beaucoup moins de ressorts de cliffhanger, de maintien de licence, de twist qu'on a dans le 6e sens, par exemple, qui sont des outils, on va dire un peu cheap, mais surtout qui sont très faciles à manipuler. Donc,
on prend des risques et souvent c'est pas utilisé, ça plaît pas trop et aussi on n'aime pas mentir aux spectateurs, dire on n'a pas envie de changer au dernier moment, donc ça se fait pas trop. Mais moi j'aime beaucoup ça, je trouve ça très très puissant et j'aimerais qu'on le retrouve plus souvent. Ensuite, là en ce moment, dans mes derniers récits que j'ai fait pour le plaisir, je travaille les fins qui s'étalent, c'est-à-dire que c'est résolu, genre ça y est, c'est terminé, on a atteint l'objectif, on a sauvé la personne, tout ça, et je vais écrire un quart du livre. Et c'est juste les mecs qui rentrent chez eux, ils regardent des séries télé, ils souffrent des bières, ils discutent, et genre la vie reprend. Et genre Seigneur des Anneaux, quoi. Genre la fin de la fin. Voilà, Seigneur des Anneaux. Mais vraiment, alors Seigneur des Anneaux, ils rentrent chez eux, mais il y a quand même une histoire de vengeance en chorale. Voilà. Ouais, mais c'est un peu ça, quoi. Mais effectivement, non. En fait, là, imagine Seigneur des Anneaux, il y a vraiment genre 50 pages où Frodon, il est dans son potager. Voilà. Il dit voilà, mais on est tellement bien, on s'est retrouvés. Et je pense que ça nous manque un peu. Et je travaille un peu ça en ce moment. Je sais pas ce que ça vaut, mais je pense qu'il y a un truc. C'est pas moi qui ai eu l'idée. On m'a dit tu devrais faire ça. Donc par quelqu'un qui est très bon en narration. Et je travaille un peu là-dessus. Et je trouve que c'est marrant à faire. Ça apporte tu vois, c'est un peu le quotidien des super-héros, c'est un thème qui a été souvent fait, mais le quotidien des super-héros après qu'ils aient vécu une histoire épique de ouf, je trouve ça très intéressant. Ouais, en général, c'est souvent fait avec des petites ellipses où on va les voir juste même pas 2 minutes. Mais là, imagine, c'est un quart du film. Je trouve ça intéressant. Ce serait très osé quand on voit le coût d'une minute de film dans un film Marvel ou quoi. Il coûterait moins cher du coup. Oui, il coûterait moins cher. Voilà. Ouais, c'est vrai. Tu sais pas le prix du potager Ça peut être coûteux. Ok, c'était vraiment trop cool de chercher un petit peu ces points de narration, c'était trop intéressant. Du coup, comme d'habitude, on finit en comics et je vous ai demandé de choisir le comics Solvon qui a une narration la plus parfaite. Alors c'est pour cette exception aujourd'hui, c'est moi les deux comics sur la table, ils viennent de moi. Le comics que Fibrotic va vous décrire est une sorte d'ovni dans le monde des comics. C'est-à-dire que c'est de l'indé, enfin c'est même pas de l'indé, c'est c'est du underground d'underground, mais du coup j'ai commencé avec le plus mainstream. Donc chez Urban Comics, il y a Mister Miracle, c'est dans l'univers de DC, c'est un super-héros méconnu qui est extrêmement intéressant. C'est une sorte de super-héros maître de l'évasion qui a comme seul pouvoir, en tout cas apparent, de pouvoir s'échapper de n'importe quel environnement, sauf que il est extrêmement dépressif, il cherche à se suicider mais il n'y arrive pas, ce qui fait que le seul endroit dont il n'arrive pas à s'évader, c'est de sa propre vie. Donc c'est très dramatique comme personnage. D'ailleurs la couverture montre bien qu'il a un côté un peu dépressif. Et l'histoire est assez incroyable parce qu'il est un peu à la Superman, il est fils d'une entité extraterrestre très loin. Voilà, il arrive sur Terre, il vit sur Terre, il vit de spectacles à la Houdini, etc. Et l'histoire est extrêmement prenante. Il y a une fin satisfaisante. Et le quotidien du héros, en fait, ce qui est drôle, c'est qu'on l'a en plein milieu de l'histoire. C'est-à-dire que c'est la fin, c'est l'apocalypse à l'autre bout de la galaxie. Et il y a un moment où le héros dit, en fait, non, je vais pas y aller. Ouais. Et on a comme ça 1 ou 2 chapitres où il fait son quotidien de père de famille, vraiment son quotidien de tous les jours. Et c'est vraiment, à un moment, et c'est assez fou d'avoir une BD comme ça, d'une grosse licence qui se permet ça, donc c'est vraiment exceptionnel. Et dans du beaucoup plus récent, on a cet incroyable comics de Daniel Warren Johnson qui propose une histoire sur Beta Ray Bill. Alors ce personnage, c'est une sorte c'est un personnage qui a porté le marteau de Thor, donc c'est pour ça qu'il est habillé en Thor. Les gens le connaissent moins dans tout le folklore de Thor version Marvel, mais c'est une sorte d'extraterrestre c'est un extraterrestre qui a eu ses pouvoirs, mais qui a changé d'apparence physique, qui le rend assez moche, et qui là, après avoir perdu son marteau, un petit peu comme dans le film Ragnarok, va essayer de regagner, de se retrouver une arme pour redorer son blason. Et le récit est incroyable. Il y a des personnages secondaires sont extrêmement attachants, et le récit a une fin, niveau blockbuster plus, ouais, c'est vraiment exceptionnel. On vous mettra en incrustation des pages de l'intérieur, c'est vraiment magistral ce qui est fait là-dedans, donc voilà, je peux que vous recommander. Et du coup, à toi. Alors j'ai plein de recos, mais malheureusement j'ai pas un parcours du tout de comics, ouais. Et j'ai pris un peu mes comics au hasard où je dis tiens, ça a l'air bien ça. Et il faut voir aussi que mon métier c'est la narration, ce qui fait que lire Another Batman, ça... je vais pas dire je suis un intellectuel tout ça, mais en vrai ça te transcende pas, ça me rappelle le boulot, quoi, tu vois, c'est ok, voilà. Donc je voulais voir un peu des choses nouvelles, et effectivement le truc le plus cool que j'ai trouvé, mais c'est pas hyper bien, mais je vous le conseille, voilà, si vous êtes lassé de tout, vous pouvez lire ça. Ça s'appelle Seaguy, c'est chez Vertigo, c'est de Grant Morrison. Voilà. Donc Seaguy qui s'écrit comme la mer, S-E-A-G-Y. Donc G-U-Y, ouais. C'est un super
super-héros qui est en costume de plongée. Et en fait, c'est un comics surréaliste. C'est-à-dire, il y a une mer en chocolat, il y a des poissons qui volent, il y a des pyramides rondes. C'est un peu c'est surréaliste, c'est-à-dire que rien ne rappelle le quotidien, rien n'est tangible. Ça reste une histoire quand même. Il y a un propos sur les super-héros, mais et ce n'est pas très intéressant en vrai. Mais tu sais bien vendre les histoires. Non, mais il y a aussi une histoire éditoriale derrière. Alors après, Grant Morrison, j'ai compris que c'était un nom assez important. Ah ouais. Mais effectivement, je me suis dit à un moment, il y a l'éditeur qui a vu ça et s'est dit, ok, on va le publier. Et vraiment, rien que pour ça, je suis content d'avoir dans ma bibliothèque. C'est en 6 petits volumes ouais. en 3, je crois que c'est en 3, voilà. 3 en cartonné. Et mon Graal, en fait, comme du coup, j'ai aimé Grant Morrison à partir de ça. Grant Morrison, l'indé, on va dire. Je sais que Grant Morrison, juste avant ça, il a fait un comic de super-héros qui s'appelle Phoenix, dans lequel il a écrit il y a longtemps, donc c'est pas du tout The Boys, mais ça ressemble beaucoup à The Boys. C'est un super-héros qui décide je m'en fous d'être super-héros, j'ai envie d'être rockstar, et du coup il fait des concerts de rock. Et j'ai toujours rêvé de le lire, mais malheureusement, il est en vente sur eBay à, je sais pas, $300. À trop cher $. Voilà, ouais. donc un jour, s'il sort, voilà, ça m'a ou si vous voulez lui faire un cadeau pour Noël. Ça, voilà. Si vous l'avez chez vous et que vous voulez le scanner, voilà, ça m'intéresse. J'aimerais bien le lire. Voilà. Ok. C'était trop cool cette émission. Merci beaucoup Fibrotique pour tout ça. J'espère pour les, je sais pas, les futurs scénaristes en herbe, là, il y a vraiment beaucoup de choses. N'hésitez pas de toute façon à nous suivre, à nous poser des questions, à nous dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Pour tous les comics cités, vous pouvez les trouver en boutique ou sur notre site en ligne. Exactement. Et on vous dit à bientôt pour la prochaine émission. Au revoir. Ciao. Au revoir.